Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025. Ici Dominique Julien. Voici la dernière édition spéciale d'Info CJSR en contexte élection municipale de cette année. La Société du patrimoine de Saint-Raymond a remis le prix Claude Huot jeudi dernier visant à souligner la restauration d'une maison patrimoniale. La deuxième édition de l'exposition de sculpture sur bois de Deschambault aura lieu les 8 et 9 novembre prochains. Auréa, une nouvelle initiative destinée aux personnes âgées, démarre ses activités. On en parle avec la fondatrice Marie-Pierre Duval. Et finalement, Michel Beausoleil et moi, nous réservons 3 entrevues dans le cadre des élections municipales. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Société du patrimoine de Saint-Raymond de Portneuf a annoncé la propriété récipiendaire du prix Claude Huot, édition 2025. Le prix Claude Huot encourage les propriétaires de maisons anciennes de Saint-Raymond à les restaurer tout en conservant leur cachet d'origine. Et à chaque automne, c'est une nouvelle maison qui est sélectionnée par le comité. Cette fois, la société s'est tournée vers une propriété du lac Sept-Îles. Voici en premier lieu le maire sortant Claude Duplain qui était présent lors de la conférence et présente le prix. Merci. Comme chaque année, le prix Claude met de l'avant des propriétaires de bâtiments qui se distinguent par la préservation du patrimoine architectural de Saint-Raymond. Les conditions pour recevoir ce prix. L'immeuble doit être situé sur le territoire de Saint-Raymond et avoir été construit avant 1950. Les travaux d'entretien et de restauration doivent être achevés. Et les travaux d'entretien et de restauration de l'enveloppe extérieure doivent prôner le retour aux matériaux d'origine. Cette année, les membres de la Société du patrimoine ont choisi de remettre le prix Claude Huot et j'ai le plaisir de le présenter à M. Martin Lafrance. Christine Huot, fille de Claude Huot et membre de la Société du patrimoine, a présenté la maison récipiendaire. Nichée sur la rive sud du lac Sept-Îles, la maison du 240 chemin du lac Sept-Îles Sud fait partie intégrante du patrimoine bâti humain de Saint-Raymond. Sa construction remonte à la fin du 19e siècle, soit en 1890. Une époque où la nature, la chasse et la pêche attiraient déjà les premiers villégiateurs vers ce secteur pittoresque. Parmi ces pionniers, on retrouve Louis-Augustin, qui aimait écrire et il raconte avec poésie la naissance des premières habitations du lac, leur lien étroit avec la forêt et l'esprit d'autonomie de leur bâtisseur. C'est dans ce même esprit que la propriété aujourd'hui restaurée a vu le jour. Une résidence de campagne simple, chaleureuse, érigée avec les matériaux du temps, bois local, pierre naturelle, charpente solide, pour résister aux hivers et accueillir les étés de villégiature. Martin Lafrance et sa conjointe Nathalie sont les propriétaires de la demeure en question. Ils ont rénové la maison depuis leur acquisition de la propriété il y a maintenant 3 ans. Mais on est vraiment fiers du résultat, de ce que ça a donné. L'implication aussi, Nathalie s'est beaucoup impliquée dans tout le choix des matériaux, des couleurs, dans le respect justement du style architectural de l'époque. Donc pour nous, là, ça a été un projet qui s'est
échelonné sur quand même une longue période de temps aussi. Puis aujourd'hui, de voir ce résultat-là, c'est vraiment génial. Après la remise du prix Claude Huot, la Société du patrimoine a également annoncé la mise en vente prochaine du calendrier 2026 qui exposera encore plusieurs photos qui remontent dans l'histoire de Saint-Raymond. Finalement, la Société organise aussi un concours auprès de la population pour récolter davantage de clichés anciens. Donc, vous pouvez également, sur les réseaux de la Fondation, avoir plus de nouvelles à ce sujet. Maintenant, on tente de répondre à la question suivante. Pourquoi nos aînés doivent-ils quitter leur domicile pour recevoir des soins adaptés à leurs besoins? Cette question-là, elle tournait en boucle dans la tête de Marie-Pierre Duval, une jeune entrepreneure de 28 ans qui réside à Saint-Raymond. C'est au début du mois d'octobre de cette année que Marie-Pierre a décidé de prendre les choses en main en lançant son entreprise de soins à domicile, Auréa. On parle maintenant de soins et services à domicile pour les aînés, un nouveau service qui est ouvert dans Portneuf, l'entreprise Auréa. J'ai avec moi la fondatrice et directrice générale Marie-Pierre Duval. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Soins Auréa, rapidement, à quoi ça consiste? Soins Auréa, en gros, c'est une entreprise de soins et services à domicile. J'ai plusieurs employés, dont des infirmières préposées, des personnes à l'entretien ménager intérieur et extérieur, au transport, qui permettent aux aînés, dans le fond, de demeurer dans leur domicile. Alors, Soins Auréa qui s'adresse quand même à un enjeu important de comment prendre soin de nos aînés maintenant en 2025. Parlez-nous un peu de l'idée derrière le concept. En fait, l'idée m'est venue il y a longtemps quand même, puisque j'ai un grand attachement envers les personnes âgées. Puis ça a toujours été une clientèle qui m'a toujours touchée. C'est une clientèle qui est vulnérable. Je trouve qu'on les a souvent mis de côté. Puis là, de nos jours, de plus en plus, on voit ce qui se passe dans les nouvelles par rapport au CHSLD, par rapport aux résidences. Donc, on voit que les besoins pour les personnes âgées ont changé. Donc, les personnes âgées ont besoin de demeurer dans leur domicile. Souvent, on voit leur état qui se détériore rendu en résidence. Donc, je me suis dit, pourquoi on place les personnes âgées en CHSLD? Pourquoi on a décidé qu'ils devaient quitter leur domicile pour aller en résidence? Donc, de là m'est venue l'idée de monter une équipe multidisciplinaire pour permettre aux personnes âgées de demeurer chez eux. Parlez-nous justement de cette équipe, parce que parfois, quand les personnes âgées vont quitter le domicile, c'est aussi avec un lien avec l'entretien du domicile, le nombre de petits travaux qui sont nécessaires pour assurer une bonne qualité de vie. Parlez-nous justement de l'équipe en place pour pallier à ces besoins-là. Oui, donc effectivement, c'est ça. Souvent, la lourdeur de tâches qui vient avec une maison, les personnes âgées viennent à quitter leur domicile pour cette raison aussi. Donc, moi, j'ai une équipe, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des personnes à l'entretien ménager intérieur, à l'entretien ménager en l'entretien extérieur, pardon. Donc, déneigement à tonte de pelouse, déneigement de toiture, tout cela. Puis, des gens à l'accompagnement, donc que ce soit pour du transport, pour aller faire des commissions, aller à des rendez-vous, pour que ce soit juste tenir compagnie, venir jouer aux cartes, venir jaser, peu importe, aller prendre une marche. On offre ce service-là aussi. Puis, on a aussi une équipe qui va s'en venir éventuellement, mais pour tout ce qui est rénovation et construction, espace adapté pour les maisons des aînés. Parlons maintenant de votre opinion sur la rue Saint-Joseph, si je ne m'abuse. Quel est le but de ce local-là? Comme vous faites du soin à domicile, pourquoi c'était nécessaire pour vous d'avoir un local? Tout d'abord, c'était nécessaire pour moi d'avoir un local pour avoir des bureaux, pour que les personnes puissent venir nous voir sur place. Pour les personnes âgées, eux, c'est pas tout le monde qui ont accès à Internet. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la technologie. Donc, c'est important de répondre à leurs besoins, de s'adapter à leurs besoins, à cette clientèle-là. Donc, suite à mes heures de recherche, j'ai trouvé qu'avoir un local, c'était une bonne manière de pouvoir rejoindre les personnes âgées. Puis, suite à cela, j'ai développé aussi, on a oublié d'en parler, une gamme de prêt-à-manger pour les personnes âgées.
Donc, je voulais avoir un endroit pour leur permettre de venir récupérer les repas. Soins lauréats, merci beaucoup Marie-Pierre Duval pour votre passage en studio. Merci. Une vingtaine d'artistes professionnels et amateurs recevra le public les 8 et 9 novembre prochains au Vieux Presbytère de Deschambault pour la seconde édition de l'exposition Sculpture sur bois. J'ai discuté avec Lucien Carole Proulx, organisateur. Eh bien, nous sommes maintenant avec Lucien Carole Proulx pour discuter de la deuxième édition de l'exposition de Sculpture sur bois qui aura lieu à Deschambault. Monsieur Proulx, organisateur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, la deuxième édition, la première, c'était en 2023. Pouvez-vous nous parler du but de l'exposition Sculpture sur bois au Presbytère de Deschambault? Bien, d'abord, on est une vingtaine d'exposants qui ont étudié en sculpture. La première exposition, ça rassemblait tous les étudiants qui avaient passé entre les mains du professeur Fabien Pagé en apprentissage. Et cette année, ça va être concernant seulement les œuvres qui ont été créées en 2024 et 2025. C'est ça. Ça fait que ça en fait beaucoup même. Alors, on parle d'œuvres plus récentes. Plus récentes. Des choses qui sont faites par les étudiants de M. Pagé. Oui, c'est ça. Oui. Pouvez-vous nous parler de l'importance, justement, des enseignements de M. Fabien Pagé dans l'univers de la sculpture sur bois? Bien, d'abord, Fabien Pagé, c'est un sculpteur qui sculpte depuis 1993, je crois. Puis, il y a 35 ans de formation qui donne à Québec, dans le comté de Portneuf, mais aux ateliers du Moulin aussi, depuis au moins une dizaine d'années, et à son atelier sur la rue Sauvageois à Donnacona. Parmi les 20 exposants, la vingtaine d'exposants que vous allez avoir, est-ce que la majorité provient de Portneuf? Oh, 95 %. Il y a 2 seules personnes qui viennent de Saint-Augustin. Le reste, c'est tout. Ça va de Saint-Alban, Saint-Casimir, Donnacona, Saint-Raymond même. Aussi. Donc, la communauté de sculpture sur bois de Portneuf est bien en santé, de ce que je comprends. Bien en santé, oui. Pour l'événement du 8 et 9 novembre, ça s'adresse donc à quel genre de public? Tous les publics, même les enfants. Ouais. Parce que Fabien Pagé, durant l'été, il donne des cours aux enfants, introduction à la sculpture. Et c'est pour tout le monde. C'est une belle sortie familiale. C'est fort intéressant. Alors, l'invitation est lancée. Deuxième édition pour l'exposition de sculpture sur bois à Deschambault. Monsieur Lucien Carole Proulx, merci d'avoir été des nôtres et d'être venu nous présenter votre événement avec les photos là, que vous avez. On invite tout le monde à venir nous visiter. Eh bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Et on reste à Deschambault-Grondines. On revient sur la soirée du 25 octobre pour la 4e édition du couvent hanté. Événement à saveur Halloween. Philippe Papillon était sur place. J'ai prêté ma voix à son reportage. Le samedi 25 octobre dernier, l'école de musique Denis Arcand de Deschambault-Grondines organisait à nouveau l'événement de couvent hanté, ayant pour but de divertir les jeunes de la région en contexte de l'Halloween. Bonjour, je m'appelle Nicolas Métivier, directeur de l'école de musique Denis Arcand à Deschambault-Grondines et Neuville. Le couvent hanté, c'est notre 4e édition de cet événement-là. La première fois, on l'a fait seulement à l'école de musique, il y a 4 ans. Et les 2 dernières années, on était en partenariat avec le comité loisirs de Deschambault-Grondines. Et maintenant, on est avec l'école de musique. C'est notre 4e année. Et on appelle ça le couvent hanté. Ça s'est déjà appelé la magie d'octobre. L'événement se déployait sur un mois. Il y avait des activités un petit peu partout dans Deschambault-Grondines. Mais maintenant, c'est uniquement une journée. Et c'est le 25 octobre cette année. L'activité du couvent hanté mobilise plusieurs bénévoles. L'équipe de Nicolas est toujours en recherche de personnes pour bonifier l'expérience. Là, il y en a, par exemple, la personne qui est dans la salle de citrouille, c'est divertir les enfants qui ne veulent pas monter au 2e étage. Après ça, il y a des figurants ça se peut qu'ils vous prennent une jambe comme ça pour vous faire peur. C'est quand même le but. Même, il y en a l'année passée qui sont venus, ils nous ont dit « Ah, on n'a pas peur, j'ai pas eu peur de ta maison hantée, mais c'était bien le fun. » Fait que, mais ces gens-là, on peut leur faire des sauts. Moi-même, je mets des animatroniques, puis je me fais faire des sauts quand j'arrive le lendemain. Là, fait que
c'est pas mal. C'est le rôle des figurants de faire des sauts, mais tout en jaugeant, c'est-à-dire on sent qu'un enfant est un peu en détresse. On ne fait pas par exprès, on n'en met pas plus qu'il faut. Je pour enfants. Mettez les doigts sur le pointeur. Nous allons faire un tour par personne. 1, 2, 3. C'est un reportage de Philippe Papillon avec la voix de Danick Julien. C'est donc ce qui complète les nouvelles en accéléré. Nous allons dans quelques secondes rejoindre Michel Beausoleil pour la dernière émission en contexte électoral. La semaine prochaine, jeudi 6 novembre, soyez des nôtres. Nous reviendrons sur les résultats des élections dans la région avec, on l'espère, quelques entretiens. Élection municipale, vous avez l'occasion de vous exprimer sur ce qui vous parle. Moi, c'est ma bibliothèque qui me parle. Fille, ton livre, Richard. Tu vas le dévorer. Moi, c'est les parcs qui me parlent. Ta petite, elle mange du sable. Non. Moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent. C'est normal? Absolument normal. Très, très normal. Moi, il n'y a rien qui me parle. Voyons, t'es ici chaque jour. Ah, OK, ça me parle un peu, là. Yeah! Peu importe ce qui vous parle au municipal, vous, le 2 novembre, exprimez-vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Michel Beausoleil. Nous sommes le jeudi soir, 30 octobre 2025, en direct de la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond. Il me fait plaisir encore ce soir de faire équipe avec Danick Julien d'Info CJSR. Bonsoir, Danick. Bonsoir, Michel. Et de vous souhaiter la bienvenue à cette dernière émission spéciale portant sur les élections municipales 2025 dans la région de Portneuf. Vous êtes appelés aux urnes ce dimanche 2 novembre pour choisir entre les candidats à la mairie ou à des postes de conseiller-conseillère ou les deux en fonction des noms inscrits sur votre bulletin de vote. Les bureaux de vote seront ouverts de 10h à 20h. Vous pouvez consulter le site Internet de votre municipalité et aussi d'Élections Québec pour connaître les lieux de votation et la liste des candidats inscrits sur votre bulletin de vote. Ce soir, nous accueillons des candidats de Saint-Ubalde, Sainte-Christine d'Auvergne et Saint-Gilbert. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et avant de vous présenter notre invité candidat à la mairie de Saint-Ubalde, parlons de la municipalité. Danick? En 2021, la population de Saint-Ubalde était de 1456 habitants, une augmentation de 3,1 par rapport au recensement de 2016. La superficie de Saint-Ubalde est de 141 km² et la densité de la population était de 10,3 personnes au km², toujours selon les mêmes données. Toujours en 2021, on comptait 735 logements privés occupés à Saint-Ubalde, une hausse de 6,7 par rapport à 2016. Et la moyenne d'âge à Saint-Ubalde est de 51 ans. Le revenu moyen des ménages est de 72 200 $. 80 de la population sont propriétaires, 20 locataires. Sur le plan financier, le dernier conseil municipal de Saint-Ubalde a adopté un budget 2025 équilibré de 5 292 000 $. Un surplus de 214 000 est estimé au 31 décembre 2025. Les principales dépenses à Saint-Ubalde en 2025 sont la voirie pour 1 540 000 $, l'administration générale à 830 000 $, l'hygiène du milieu 721 000 $, les loisirs 689 000 $ et le remboursement de la dette à long terme et les frais de financement de la municipalité en 2025 se chiffrent à 685 000 $, 517 000 $ pour le remboursement de la dette. Le plan triennal d'immobilisation à Saint-Ubalde fait état d'investissements jusqu'en 2027 de 25 millions de $, dont 15 760 000 $ en 2025. Les investissements reliés à l'Église en 2025 se chiffrent à 6 millions de $, en sécurité incendie à 5 442 000 $, dont l'achat d'un camion citerne, les travaux de voirie à 3 200 000 $ et 200 000 $ pour la toiture de l'hôtel de ville. D'ailleurs, environ 550 000 $ sont prévus d'ici 2027 pour l'hôtel de ville de Saint-Ubalde. 7 500 000 $ seront investis pour des travaux de voirie d'ici 2027. Allons rejoindre de ce pas notre invité candidat à la mairie de Saint-Ubalde, M. Louis Ouellette. Bonsoir, M. Ouellette. Bonsoir, messieurs. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. M. Ouellette, tout d'abord, vous êtes conseiller sortant. En fait, après 4 ans. Depuis 2021, je Depuis 2021. Parlez-nous justement de vous un peu. Moi, je suis une personne qui vient de l'extérieur. Je ne suis pas natif de Saint-Ubalde, mais j'ai adopté Saint-Ubalde depuis 16 ans.
Je suis arrivé à Saint-Hubal en 2009 et je suis un gars qui aime Saint-Hubal, je l'ai à cœur. Donc, j'ai décidé, on a acheté sur le bord d'un lac en 2015 et j'ai adopté Saint-Hubal et c'est ma vision. J'aime Saint-Hubal et je suis heureux là, c'est ma place pour passer ma retraite. Donc, pour moi, c'était ça. Et j'ai décidé de faire un choix maintenant, de m'en aller à la politique. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, mon histoire politique a commencé en 2017. Je me suis présenté comme maire, je n'ai pas été élu, ils ne me connaissaient pas. C'était normal, je n'ai pas eu beaucoup de votes. Mais en 2021, j'ai été élu avec quand même une bonne majorité, 351 votes. Le maire a eu 415 votes en 2021. Donc, on n'est pas très loin l'un et l'autre. On n'était pas sur le même poste, mais je pense que cette année, on a beaucoup de compétition. Vous êtes comptable? Je suis comptable agréé de formation, effectivement. Ce qu'on appelle CPA maintenant, mais je suis comptable agréé. Toujours actif? Toujours, donc, je suis retraité. Okay. Toujours actif, je suis toujours membre de l'Ordre des comptables. OK. Effectivement, jusqu'à 65 ans, pour les assurances, dans le fond, c'est un peu le principe. Et justement, comme comptable, est-ce que vous jugez que l'administration, en fait, de la municipalité est correcte? Est-ce que le ratio endettement, dépenses, opérations, investissements, comment vous voyez les finances, justement, de Saint-Hubal? Je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail important à faire parce que moi, avec mon équipe, on a bâti un plan pour le contrôle rigoureux des dépenses. Parce que le maire a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années, mais ce n'est pas de la faute du maire, c'est la faute qu'on n'a pas investi les sous qu'on devait investir pour améliorer les structures, les bâtiments de Saint-Hubal. Donc, on arrive tout en même temps. Dont l'hôtel de ville. Dont l'hôtel de ville, dont les chemins. La MTQ va faire la route de Saint-Hubal, ce que j'appelle la route de la honte. Mais je l'appelle comme ça parce que ça fait depuis 2009, moi, que la route était supposée être faite, mais pas faite encore. On est rendu en 2025. Quand même, elle va se faire en 2026 et une partie en 2027, mais c'est la situation dans laquelle on est. Ça va être les égouts et tout le village au niveau des égouts, de l'infrastructure. Il faut faire. Parlons de l'Église. L'Église de Saint-Hubal appartient à la municipalité? Oui. Actuellement, il y a un investissement de 6 millions prévu. C'est quoi ça, ces dépenses-là? C'est une dépense, en réalité. C'est un bâtiment qui va être un bâtiment, une salle communautaire, dans le fond, qu'on n'a plus parce que notre salle communautaire est déficiente et même désuète et même dangereuse. Même les marches, on a de la difficulté, c'est dangereux pour les vieux. Mais l'Église, c'est un projet qui est rassembleur. Les gens demandaient depuis, ça fait quand même 8 ans qu'ils parlent du projet de l'Église. Mais le problème, c'est que les coûts ont triplé, quadruplé et centuplé. Je veux dire, c'est rendu... Il y a tellement de choses qui a changé. Là, il parle d'avoir des gicleurs, puis on a posé les questions. Il y a 2 conseillers qui ont posé la question, puis on n'a pas la réponse officielle de la personne qui doit faire l'architecte, je veux dire. L'architecte n'est pas... La réponse, dans le fond, si c'est obligé, si vous êtes obligé... C'est obligatoire ou non. Okay. Donc, c'est ce qu'on a posé comme question. Mais vous comprenez que, comme conseiller municipal, on n'a pas nécessairement les réponses, pas nous autres qui est dans le fait du dossier. Là. Ouais. Quand on pose la question, on a une rencontre avec tous les conseillers et même le conseil municipal, puis la personne nous dit « Hey, c'est pas sûr qu'on est obligé de mettre des gicleurs. » Donc, c'est ma question que j'ai. Okay. Je n'ai pas toujours la réponse. Si jamais je suis élu, je vais poser les questions. Ouais. Monsieur Ouellette, vous nous avez remis votre programme en arrivant tout à l'heure ici. Oui. On est encore avec la section gestion municipale. J'aimerais savoir peut-être qu'est-ce que votre parti Citoyens Ensemble Saint-Hubal propose quand il parle de contrôle rigoureux des dépenses. C'est clair, parce qu'il faut se poser la question. Je vous dirais que vous donner un exemple. J'ai déposé un rapport sur la bioénergie parce qu'on chauffe l'église avec la bioénergie et ça coûte encore 64 000 pour chauffer l'église et l'hôtel de ville. À 64 000, on n'a pas d'économie. On pourrait chauffer avec de la biomasse, mais au lieu de chauffer avec des granules de bois qui coûtent 300 $ la tonne, on paierait 120 $ la tonne avec des copeaux de bois séchés qui viennent de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, okay. Il y a une économie potentielle. Est-ce qu'on a regardé ça? Je ne peux pas vous le dire. Moi, j'ai déposé un document et je n'ai pas eu de réponse depuis. Ça fait 1 an et demi. J'ai déposé ça en juin 2024. Donc, vous voulez améliorer l'efficacité de vos dépenses? C'est clair pour moi. Il faut regarder tout ce qui peut être fait pour faire les choses de façon meilleure.
Est-ce qu'on va avoir des économies? Il faut se poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on a choisi quelque chose qui va bien aujourd'hui, mais il faut se remettre en question. Ça a toujours été ma philosophie de vie. Je me suis toujours mis en question pour avoir les meilleures façons de procéder. Passons à la rubrique développement. Développement. Vous avez, ça fait quand même quelques années qu'il y a un projet de développement chez vous, là. Oui, on parle du développement de Parc Prévert. Oui. L'investissement, écoutez, le Parc Prévert, l'origine était depuis 2016 qu'on a acheté un terrain d'une dame qui a vendu, qui a été dézonée. Et puis, depuis ce temps-là, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a eu 2 fois, il y a eu 2 projets. Les 2 projets ont tombé à l'eau. Là, on s'en va vers un développement qui devrait être plus sérieux. Mais encore là, ça coûte très cher à Saint-Hubal. Il faut s'assurer qu'on réussisse à développer. Mais les terrains appartiennent à la municipalité? Non. Maintenant, c'est un entrepreneur privé qui a ça. OK. C'est 3 entrepreneurs. Là. Ça vient juste d'être vendu dernièrement là, à d'autres entrepreneurs. Et on parle de combien de portes à peu près dans le projet? Ça dépend du choix de l'entrepreneur. Parce que ça peut aller de 34 à 60. Parce que si on faisait des mini-maisons, on pouvait aller jusqu'à 60. OK. Vous êtes d'accord avec le développement, ce développement-là? Oui, je suis d'accord avec le développement. La façon qu'on le fait, le problème, c'est qu'on aurait dû développer beaucoup plus rapidement. Ça fait quand même 8 ans et même 10 ans que ça traîne. Donc, on est d'accord avec 8, en tout cas, entre 8 et 10 ans que ça traîne. Donc, c'est pas normal. On a besoin, le maire, en 2024, lorsque il vous a rencontré, il disait que si on ne faisait pas de développement, on va avoir des problèmes financiers. Ouais. C'est ce que j'anticipe, moi. Parce que le prochain budget, ils veulent qu'on l'adopte le 17 novembre 2025. Vous m'excuserez, là, si jamais je suis élu, il ne sera pas adopté le 17 novembre 2025. Il va être adopté jusqu'au 31 janvier 2026, et c'est la loi qui nous le permet, avec les nouveaux élus. Comment on vous va analyser les dépenses. La densification chez vous, à Saint-Hubal, est-ce que c'est possible de... Bien, on a densifié un peu. On a quand même un 20 logements, c'est-à-dire un 12 logements et un 8 logements qui s'est fait dans 2 ou 3 dernières années. Sauf que ce n'est pas du logement abordable. On s'entend que c'est des logements à 1200 et 1300 piastres par mois. Donc, ce que je veux dire, c'est pas le niveau de vie en général des gens de Saint-Hubal. Ce que je veux vous dire, on va chercher des gens de l'extérieur, puis en partie, c'est tous des gens de l'extérieur qui ont loué ces logements-là. Okay. On a peut-être 2 ou 3 personnes qui venaient de Saint-Hubal, tout le reste, c'est tous des gens de l'extérieur. Okay. On est une population aussi assez différente de Saint-Hubal parce qu'on a beaucoup de résidents étrangers, ce qu'on appelle des travailleurs temporaires étrangers. Oui, OK. Qui travaillent partiellement partiellement. Dolbec et même les bras de fer, c'est la même chose. L'Abri, ils ont beaucoup de travailleurs étrangers. Donc, il faut loger ces gens-là. Mais ces gens-là sont logés souvent dans des maisons que l'employeur a achetées, mais il met peut-être 5 ou 6 ou 8, 10 personnes dans ces maisons-là. Avant, c'était des personnes qui restaient dans leur maison, 2 personnes, 4 personnes, mais là, c'est rendu des travailleurs étrangers qui achètent les employeurs les achètent pour le travailleur étranger. Monsieur Ouellette, vous êtes président du réseau immobilier du Grand Port-Neuf. Quand on parle de logement abordable, cette présidence-là, comment elle pourrait vous aider si vous avez le mandat de maire là, pour développer des opportunités de logement abordable? Bien, je vous dirais que j'ai pris la présidence de ce groupement-là depuis le mois de début juin 2025. Pourquoi? Parce que j'y crois. Parce qu'à Saint-Hubal, on n'a pas les moyens. Puis peu importe la région, là, je veux dire, dans MRC de Port-Neuf, il n'y a personne qui a moyen de payer 1200 et 1300 $. C'est très dispendieux. Je veux dire, je regarde mes citoyens, ce n'est pas les plus riches de ce monde. Oui, les gens des lacs sont plus riches, mais ce n'est pas eux autres qui ont besoin de logement, c'est nos résidents de village. Nos travailleurs étrangers ont besoin de logement parce qu'il faut qu'ils se logent. Le RIGP va nous permettre de faire du logement abordable, et c'est l'objectif. Le problème, c'est les dollars. On s'entend qu'on n'a pas de financement, il faut aller chercher du financement. Le gouvernement est prêt à donner de l'argent à Montréal, à Québec. À Québec, ils vont bâtir 200 logements abordables et ils vont donner 25 millions. Moi, j'ai demandé juste la portion qui revient dans la région de Port-Neuf, parce que Port-Neuf a 58 000 personnes. C'est le 10e de Québec. Je demande au gouvernement 2,5 millions. Je ne suis pas capable de l'avoir. Ils nous disent, demandez-en pas trop. On a demandé 260 000 ou 250 000. Et c'est très loin du 2,5 millions. Mais donnez-moi 2,5 millions, puis on va en bâtir des logements abordables. Ça, c'est clair.
Passons maintenant à qualité de vie. Qualité de vie. Qu'est-ce qui serait important pour vous, justement, comme maire, pour améliorer la qualité de vie de vos citoyens? On a une hyper belle qualité de vie à Saint-Hubal. Je vous dirais qu'on a le centre de loisirs le plus développé, je vous dirais en tout cas dans l'ouest de Portneuf. Tout le monde de l'extérieur vient chez nous. On a beaucoup de loisirs. Ce qui manque, c'est les arts et spectacles. On n'a pas d'arts et spectacles. Moi, je rêve d'avoir un symposium de peinture à Saint-Hubal parce qu'on a un artiste international qui reste à Saint-Hubal. Puis ça serait une porte ouverte pour tout le monde vienne à Saint-Hubal. Ça, c'est ma version parce que j'ai un côté artistique, moi aussi. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je tiens à l'art. On n'en a pas à Saint-Hubal. Il faut aller à l'extérieur. Je suis des cours actuellement de forge, mais il faut que j'aille à Deschambault. Donc, puis je suis très curieux. Je fais beaucoup de choses en art, mais je ne peux pas le faire à Saint-Hubal, ça n'existe pas. Ouais. La vie communautaire chez vous, est-ce que vous investissez pas mal pour les bénévoles? Oui, on a une municipalité qui est très présente. Puis les gens, oui, on a beaucoup de bénévoles, puis on sait les reconnaître. Ça, c'est une chose. Saint-Hubal, moi, ce que je veux, c'est que tout le monde travaille ensemble. Là, vous parlez de bénévoles, mais on a perdu un comité de développement à Saint-Hubal, puis c'était tous des bénévoles. Là, on l'a perdu parce que les gens n'étaient pas écoutés. Puis ça a tout démissionné en même temps. Donc, à un moment donné, je pense que c'est pour ça que j'ai parti une équipe. Puis je veux que mon équipe, on travaille ensemble. Saint-Hubal, c'est citoyens ensemble, pour moi, c'est que tout le monde puisse nous aider. Parce qu'on a des ressources immensément au niveau de Saint-Hubal, mais on a trois possibilités à Saint-Hubal, c'est-à-dire on a trois catégories de gens. On a des gens du village, des gens des rangs, et des gens des lacs. Mais moi, je veux que tout le monde travaille ensemble. Je ne veux pas baisser les taxes des gens des lacs. Je veux que les gens travaillent ensemble. Il y a des bénévoles qui pourraient nous aider partout. Les gens des lacs, il y en a plein de bénévoles, mais ils n'ont pas d'intérêt à vouloir partager parce qu'il n'y a personne qui le demande. Moi, je vais le demander. Ouais. C'est quelque chose, puis je suis un leader pour ça. Donc, parlons justement de communication. Oui. Techniquement, quels sont les outils que vous pourriez utiliser justement pour améliorer la communication entre les trois pôles, comme vous dites? Là? Bien, écoutez, ça prend un leader. Il faut que les gens se présentent. Moi, je suis présent partout à l'heure actuelle. Ça fait 4 ans que je suis présent. Même les gens de Saint-Hubal me disent que je suis trop présent. Donc, à un moment donné, est-ce qu'ils veulent avoir un maire présent ou un maire absent? Moi, je donne la chance aux coureurs de choisir. OK? Mais je suis très présent. Et ce que je vous dis aussi, c'est qu'on avait une belle stratégie Saint-Hubal. On a commencé avec visages régionaux. C'était une très belle chose, mais on a abandonné le projet après la phase 1. Je ne sais pas, ça s'est fait en 2017. Mais je regarde ce que les bénévoles du comité de développement ont démissionné, c'est à cause de ça. Ça n'avançait pas. Donc, ce que je comprends, moi, je veux ramener ce monde-là pour nous aider. Parce que c'est pas parce qu'on est maire ou conseiller qu'on est capable de faire quelque chose. Si on est tout seul, on ne fera rien. C'est sûr. Quand on est en équipe, on va pas mal plus loin. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de bâtir une équipe. Mais vous savez que les rôles, les responsabilités d'une municipalité maintenant sont beaucoup plus larges que ce qu'on avait il y a 20 ans. C'est sûr. Ça prend des connaissances, ça prend des gens qui connaissent tout le domaine. Dans mon équipe, j'ai quand même 2 ingénieurs, puis j'ai deux professionnels. Donc, à ce moment-là, je vous dis qu'on est armé pour avancer vers des nouveaux. Peut-être M. Ouellet, en conclusion. Oui, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre intervention ce soir, en 1 minute? Écoutez, moi, ce que je veux, je pense que je vais être un maire proche des gens. Ça, c'est ma façon de voir. Et pas juste proche des gens, mais je veux représenter mes gens de la région. Parce qu'actuellement, pas de la région, mais ma municipalité, le maire n'est pas présent même à la MRC et à la Régivette à 20 du temps. Moi, je vais être là à 100 du temps où je vais avoir un représentant pour me remplacer. J'étais remplacement, moi, à la Régivette, puis on ne m'a jamais dit de remplacer le maire lorsqu'il était absent. Je trouve ça inadmissible. C'est des payeurs de taxes qui ont payé pour ça. Il n'y a personne qui a représenté la municipalité. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je n'irai pas plus loin. J'étais conseiller municipal, il y a des choses que j'ai vues, c'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis que c'est la situation. Monsieur Louis Ouellet, merci beaucoup.
Merci. Alors, outre le poste de maire entre Guy Germain et Louis Ouellette, il y a élection au poste de conseillère numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Au 1, Luc Desbiens fait face à Louise Magnan. Jean-Luc Desbiens. Jean-Luc Desbiens fait face à Louise Magnan, qui est conseillère sortante. Au poste 2, Gaétan Michaud est opposé à Daniel Paquin. Au poste 3, Michel Bédard est opposé à Shirley Drouin, qui est la conseillère sortante. Au poste 4, on retrouve Talana de l'île Denis et Carmen Adriana Zalontaille. Et au poste 5, Jean-Julien fait face à Alexis Saint-Germain. Le conseiller sortant, Mario Montembeault, a été réélu sans opposition. Après la pause, Sainte-Christine d'Auvergne. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. La population de Sainte-Christine d'Auvergne était de 617 personnes, une augmentation de 12 % par rapport à 2016. La municipalité a une superficie de 143,6 km² pour une densité de 4,3 habitants au kilomètre carré. La moyenne d'âge est de 49 ans pour un revenu moyen des ménages de 73 500 $. On retrouve 91 % de propriétaires pour 9 % de locataires. En 2021, à Sainte-Christine d'Auvergne, il n'y avait que des maisons individuelles. Avant de passer à la portion de Michel, seulement un petit ajout tout à l'heure avec l'entrevue que nous avons eue du côté de Saint-Hubert. Il fallait préciser que M. Germain Massortan avait refusé notre offre. On peut poursuivre, Michel. Sur le plan financier, le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne a présenté un budget 2025 équilibré de 2 844 000 $. Les principales dépenses à Sainte-Christine d'Auvergne sont la voirie et le transport pour 676 000 $, suivi de l'administration générale à 554 000 $, la sécurité publique pour 345 000 $, les loisirs et la culture à 329 000 $ et l'hygiène du milieu pour 246 000 $, entre autres. Le plan triennal d'immobilisation à Sainte-Christine d'Auvergne montre des investissements de 382 000 $ en 2025, dont 200 000 en transport et voirie, 110 000 en loisirs et développement et 71 000 à l'administration. 1,2 million de dollars sont prévus pour 2026-27 dans ces mêmes secteurs. Allons rejoindre notre invité candidat à la mairie de Sainte-Christine d'Auvergne, M. Marc Ouellette. Bonsoir, M. Ouellette. Il faut dire que Raymond Francoeur, le maire sortant, a refusé notre offre ce soir. Alors, M. Ouellette, merci tout d'abord de votre présence. On vous demanderait d'ouvrir votre microphone. Comme ça? Parfait. En fait, je vous remercie, messieurs, de nous permettre de s'exprimer en public. C'est vraiment important au niveau, si on veut exercer la démocratie, je pense que je vous remercie. M. Ouellette, il y a 4 ans, on s'était vu, M. Francoeur était là, on était en studio, oui, justement. Tout à fait, oui. Vous sollicitez quand même le poste de maire depuis quelque temps. Qu'est-ce qui vous motive justement à devenir maire de Sainte-Christine d'Auvergne? Bien, je vous dirais, en fait, M. Beausoleil, avec les années que j'ai passées comme conseiller municipal, en fait, j'ai fait 2 mandats. J'ai terminé mon 2e mandat dernièrement. Au niveau de la municipalité, je vous dirais, tout va bien.
c'est plus au niveau de l'information, je pense, comment je dirais ça, la proximité avec les gens qui, je trouve qu'on a laissé un peu aller sur ce côté-là. Moi, ce que je voudrais faire, en fait, c'est de réimplanter un peu qu'est-ce que le gouvernement nous a aussi permis là, depuis le 17 juin 2017, de nous considérer comme un gouvernement de proximité. Ah oui. Je pense que c'est important là, qu'en 2025, on mette la table là, pour justement tisser des liens avec la population, expliquer les choses qu'on décide en conseil, en assemblée publique. Parce que souvent, les gens quand ils viennent nous rencontrer, une fois par mois, je compare ça un peu à une messe. On descend nos points, puis les gens ne comprennent pas trop souvent. Fait que moi, ce que je ferais, j'implanterais en fait des séances là, mensuelles post-assemblée publique pour justement que les gens viennent nous rencontrer, les élus, en toute à bonne franquette, comme on dit, pour qu'on réponde à leurs questions plus précisément à ce niveau-là. On pourrait revenir justement au niveau de la communication particulièrement. Oui. Vous, combien de temps vous consacrerez justement à la mairie? Est-ce que c'est un travail à temps plein? Étant donné qu'on n'a pas tant de population que ça, je pense que moi, je me donnerais 3 jours semaine en présentiel dans un bureau de maire. Présentement, le maire n'a pas de bureau. Okay. C'est un peu spécial. Moi, je voudrais réimplanter un bureau pour que justement les gens, la population viennent me rencontrer. Peu importe la raison, je pense que la Maison du Peuple, qu'on appelle l'Hôtel de Ville, se doit d'avoir un bureau pour son maire, pour justement accueillir la population à ce niveau-là. Vous êtes toujours actif sur le plan du travail? Non, en fait, je suis un retraité des Forces canadiennes. Je viens de prendre ma retraite le 29 août dernier, là, après 37 ans et 2 mois de service au sein du Royal 22e Régiment. Parlons de la gestion municipale. Vous dites que la gestion est quand même bonne? Tout à fait. Le tout à fait. Malgré qu'on a une petite équipe qui travaille avec un nouveau directeur général qu'on a eu, M. Stéphane Genois, ainsi que la trésorerie, là, les chiffres sont clairs, ils nous sont présentés de façon claire pour qu'on prenne des décisions claires aussi comme conseiller là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer justement au niveau de l'administration selon vous? C'est sûr qu'il n'y a pas de monde idéal. Et oui, il y aurait tout le temps des choses à améliorer. Je vous dirais peut-être la rajout d'employés occasionnels, mais on n'a pas les moyens. On est une petite municipalité avec des petits budgets. Quand on pense que dans notre budget annuel, le 2/3 qui est pour les dépenses compressibles. Donc, il nous reste le tiers pour budgéter et faire fonctionner la ville. Ce n'est pas tout le temps facile. Il faut vraiment user là, de bonnes imaginations, là, je vous dirais. Vous avez des ententes de service avec... Présentement, on a une entente de service avec Saint-Albin au niveau de l'urbanisme. Okay. La dame qui travaille pour nous, là, je pense qu'elle fait 1 ou 2 jours semaine avec eux. Quand elle va là-bas, c'est Saint-Albin qui la paye. Quand elle était chez nous, bien sûr, c'est la municipalité qui paye. Est-ce qu'il y a d'autres départements qui seraient possibles de... Et je vous dirais, il y a déjà quelque chose qui s'est parlé au niveau de la voirie, des équipements de voirie. Ouais. Parce qu'à chaque année, c'est récurrent, là, on a tout le temps le même problème. Quand vient le printemps pour balayer les rues, les balais de rue, on a acquis un, mais je vous dirais, il suffit à peine à la demande. Là. Fait que, si on aurait un regroupement là, municipal au niveau de la MRC, qui s'est déjà parlé en fait, au niveau des voiries, si on parle des comptes, des affiches, pas nécessairement des choses qui coûtent cher, des chauffes asphalte, des trucs comme ça qui pourraient nous aider au niveau municipal là, dans nos infras, là, à les maintenir à un niveau au moins. OK. Au niveau loisir, est-ce que d'autres entendent avec Saint-Raymond? Les mêmes qu'à l'habitude, là, si nos citoyens vont à Saint-Raymond, nous, on leur rembourse là, les frais à ce niveau-là. Là. Donc, c'est comme une entente intermunicipale là, au niveau des tarifs. Donc, un citoyen de Sainte-Christine qui va, exemple, à la pente de ski, il faut qu'il paye comme quoi qu'il est non-membre, mais nous, s'il revient avec sa facture, on le paye là, la différence. Quand on parle de développement chez vous, comment vous voyez ça? En fait, on a reçu une belle nouvelle l'an passé. Bien, cette année, en fait, il y a trois investisseurs qui vont venir implanter une nouvelle rue dans notre milieu urbain. OK. En fait, on parle d'une 60aine de portes sur 2 phases, en fait. Il a déjà commencé là, à implanter dans le secteur. Combien d'étages? Ça va être des 4 ou des 6 portes là, à ce niveau-là. OK. Ouais, quand même. On sait avec la pénurie de logements présentement. Il n'y en a pas chez vous, là. Je veux dire, aucun logement. Aucun logement. Ce ne sont que des maisons unifamiliales. Je vous dirais, pour une municipalité comme la nôtre, c'est vraiment qu'il faut gagner à la loterie. On a des investisseurs sérieux. Ils nous ont démontré
avec leur plan d'affaires que c'était des gens sérieux. Puis ils sont, comme je l'ai dit, ils sont présentement là, en train d'implanter la nouvelle rue là, dans le village. C'est vraiment dans le milieu urbain, là? Tout à fait, oui. OK, dans le principe Près de la de la densification. patinoire, si vous voulez, là, si on s'oriente là, avec le chalet sportif dans ce secteur-là. Là. OK. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a d'autres développements possibles? Je vous dirais, il y a le domaine de l'apéro qui est les maisons de ce temps-ci. L'année passée, ça se construit assez à un rythme rapide, je vous dirais. Il va être saturé dans pas très longtemps. C'est pour ça que l'opportunité s'est offerte là, pour qu'on puisse développer dans notre milieu urbain. Fait que, il y a tout le temps des terrains à vente ici et là, mais le domaine de l'apéro est à veille d'être saturé au niveau des ventes. Là, comment vous négociez avec le secteur agricole? En fait, on est en milieu agricole, donc on n'a pas le choix de vivre avec Dolbec, entre autres, qui implante beaucoup de champs de culture. On comprend leur réalité, sauf que c'est sûr qu'il y a peut-être un avenue qu'on pourra examiner avec eux là, au niveau des redevances, parce que c'est un gros joueur, je pense, dans la game, puis ce serait bien là, que de ce niveau-là, on puisse avoir des petites redevances. Est-ce que le développement commercial, industriel est encore possible chez vous? Ce que je vous dirais, très simplement, c'est que présentement, le milieu urbain, c'est la rue principale. Il n'y a pas d'autre espace. Parc industriel, il faudrait que ça soit qualifié un parc industriel léger pour ne pas trop nuire justement à notre quiétude qu'on a, parce qu'on va se le dire, on est en milieu de villégiature. Mais non, il n'y a rien d'envisagé à court terme là, à ce niveau-là, c'est ça. L'Église, finalement, c'est un promoteur qui oui, en fait, c'est deux jeunes hommes qui l'ont acheté. Conditionnel à ce qu'elle garde sa vocation communautaire. C'est ce que, pour les avoir rencontrés, c'est deux chic types. Ils veulent vraiment conserver ce rôle-là. Ils sont proches déjà là, avec les gens de la municipalité parce que, on va se le dire, l'été passé, le camp de jour a battu des records de présence. Okay. Puis si on n'aurait pas eu leur collaboration au niveau d'espace intérieur de l'Église pour justement quand ils peuvent ces choses comme ça, des trucs comme ça, ils nous ont permis gratuitement là, que les jeunes puissent aller profiter de l'espace intérieur. La qualité de vie chez vous, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? En fait, on a déjà, je vous dirais, l'été passé, en fait, on a rénové la piscine. Il faut le dire que la piscine municipale, qui est piscine creusée à l'extérieur, c'est une des seules, sinon la seule municipalité du comté qui a un tel équipement. On a décidé, le conseil, on a eu des bonnes négociations au niveau du conseil entre élus, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on l'enterre, on met des piscines hors terre pour remplacer ça, ou on investit vraiment dedans pour la mettre à niveau avec les nouvelles techniques d'aujourd'hui là, qui existent là, avec l'époxy et tout ça. Fait qu'on a fait faire des soumissions. Finalement, c'est ce qu'on a opté comme option. Je vous dirais, l'accueil de ça était vraiment wow. Ensuite, on a installé des jeux d'eau pour les jeunes familles. Ça aussi, ça a vraiment été un grand succès. Dans le parc des familles, on a installé une balançoire multifonction pour les gens à mobilité réduite. Puis ça aussi, c'est vraiment apprécié de ces gens-là. Je vous dirais tranquillement, notre noyau urbain, là, avec les 60 ports qui s'en viennent dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir de la vie là, qui va se créer à ce niveau-là. La bibliothèque fonctionne bien? Oui, tout à fait. On est maintenant membre du réseau Biblio, qui est un organisme là, qui fournit les livres là, à chaque séquence là, selon les choix des gens là, qui sont en poste. Monsieur Ouellette, vous avez fait allusion tout à l'heure avec le Camp de jour qui a battu des records. Sainte-Christine d'Auvergne, dans les dernières années, c'est quand même taillé une place de choix dans le milieu municipalité familiale de Portneuf. J'aimerais vous entendre là, à ce niveau-là, si vous voulez poursuivre dans cette direction-là. En fait, oui, je vous dirais, c'est une nouvelle vibe qu'on ressent, là, même au niveau du conseil, que Sainte-Christine d'Auvergne est appelée à, des années proches, même qu'au moyen long terme, à être qu'on va accueillir en fait des nouvelles familles. Je vous disais le quartier résidentiel qu'on va implanter. Ça va en être, d'après moi, plusieurs jeunes familles. Et oui, ça va être juste du plus pour nous autres au niveau même économique. Puis d'après moi, ça va peut-être donner le goût à des investisseurs futurs à venir implanter peut-être un dépanneur ou une station-service. On le souhaite, ce n'est pas à la municipalité à le faire, mais c'est à elle à implanter des trucs pour que ça soit facilitant pour eux. Communication maintenant. Revenons justement, c'est un des éléments importants pour vous, si vous êtes élu maire, d'améliorer la communication avec les citoyens.
Comment vous entendez justement? En fait, comme je disais tantôt, faire des rencontres citoyennes mensuelles. Surtout, les réseaux sociaux, on a déjà un bon site web, là, ainsi qu'un réseau social là, sur Facebook, la municipalité Facebook, qui est vraiment à jour, qui est tout le temps alimenté. Je vous dirais, même, il y a un Facebook résident Sainte-Christine d'Auvergne aussi. Je vous dirais, au niveau de la communication, il faut rester vraiment proactif dans nos démarches parce que sinon, les spotters de ce monde et les autres Facebook ou peu importe qui vont venir souvent désinformer les gens, nous, on va être vraiment à la page, à être au bout du jour. Vous avez une nouvelle tour, je pense, qui s'en vient aussi à TELUS. Oui, on était supposé avoir une tour cellulaire d'implanter cet automne. Malheureusement, ça va aller au printemps par TELUS. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'on va avoir des redevances. Un autre aussi, projet de développement au niveau du rang Saint-Georges, entre la rue Jacot et la rivière, le chemin de la rivière, pas le chemin de la rivière, le chemin du barrage. Il va y avoir une prolongation du réseau électrique. Donc, tous les propriétaires terriens, donc c'est des terres à bois qu'il y a là, ils ont fait une demande parce qu'il y a un promoteur qui a vendu des terres. Les gens voulaient avoir l'électricité, donc le réseau va être prolongé jusque-là. Il y a aussi au niveau du développement avec Hydro-Québec qui vont implanter une nouvelle ligne là, au niveau du secteur Pertuis et de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, là encore, est-ce que chez vous, ça dérange ou Ben, en fait, les cultivateurs qui étaient concernés ont été rencontrés, puis on n'a pas eu rien avant que tout était correct, là, en fait. L'acceptabilité sociale là, fonctionne très bien. Et peut-être en terminant au niveau de la communication, au niveau du conseil de ville, justement, est-ce que c'est enregistré? Est-ce que les gens y participent? Présentement, les séances sont filmées, enregistrées. Au niveau, c'est peut-être plus aux captations sonores, je vous dirais qu'il faudrait améliorer notre système, mais au niveau de l'image, là, c'est correct. Souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au niveau des... Quand on parle, là, on parle des messes comme je parlais tantôt, bien, en fait, souvent, ils n'entendent pas. Puis, à la période des questions, il faut leur répéter ce qu'on a déjà dit. C'est pour ça que tout ça ensemble, c'est sûr que ça coûte des sous, mais tranquillement, pas vite, avec les budgets nécessaires, on va essayer de corriger le tir. Je peux me un petit 30 secondes parce que c'est un dossier que j'ai suivi avec les gens qui demeurent à Sainte-Christine d'Auvergne, mais autour du lac Simon, qui n'ont pas accès, justement. Est-ce que ces gens-là veulent toujours quitter Sainte-Christine? Non, en fait, j'ai fait le tour on a 10 associations de résidents à Sainte-Christine d'Auvergne. J'ai fait le tour de la majorité d'entre elles. Puis, justement, sur le chemin Saint-Vincent, au bord du lac Simon, justement, le nouveau président de l'association, qui est un ancien collègue militaire, j'osais de ça, justement, puis lui, là, il y a beaucoup d'ouverture. Le fait que la municipalité soit un petit peu à l'écart, c'est pas vraiment une problématique pour eux autres. De toute manière, maintenant, si on relie ça au service incendie, qui souvent était problématique, avec l'entrée automatique maintenant, la Poste, avec l'entrée automatique maintenant, ils sont rassurés là, d'avoir un service en tout temps. Là. Parfait. Peut-être en une minute, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne justement de votre intervention? Quel message vous voulez livrer? Ben, en fait, Marc Ouellet, je suis un gars simple, un gars qui vient du milieu, que j'ai fait mon enfance à Saint-Raymond comme jeune adolescent. J'ai quitté pour faire ma carrière dans les forces. Ma conjointe vient de Sainte-Christine d'Auvergne. Elle a connu Sainte-Christine à l'époque, comment que c'était. Moi-même, en prenant l'autobus avec elle. Je vous dirais, j'aimerais ça recréer un milieu de vie là, familial, que les gens là, qui ne soient pas gênés de venir à la municipalité, nous rencontrer les élus. On est là pour eux, dans le fond. Puis, je vous dirais de se manifester le 2 novembre prochain, surtout en allant voter, peu importe pour qui, vont faire le bon choix pour que les 4 prochaines années, on soit en mesure d'aimer les servir. M. Marc Ouellet, merci beaucoup. Merci. En plus du poste de maire, donc à Sainte-Christine d'Auvergne, entre Raymond Franqueur et Marc Ouellet, il y a élection au poste de conseiller-conseillère, numéro 3, 4 et 5. Au 3, Sébastien Martineau fait face à Richard Trampe. Au 4, Caroline Cassivi fait face à la conseillère sortante Sylvie Duchesneau. Et au poste 5, on retrouve 2 conseillers sortants, Jean-François Paquette et Simon Trépanier. François Morin, Isabelle Plante et Jean-François Lausier ont été élus ou réélus sans opposition. Après la pause, Saint-Gilbert. La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette vous invite à venir passer un bon moment avec nous du 22 septembre au 11 mai, tous les lundis soirs. Avec ça, au programme, de l'amusement, du popcorn,
Des niaiseries bien niaiseuses. Vous avez le colon irritable également. Ah ben ça, je le sais, c'est mon mari. Des rires garantis. Attention à tes tibias. Puis des malaises malaisants. Ouais, assez. T'es-tu au courant que t'es nul? Sérieux, là? Puis il y a des pétages de coche aussi. Ah, ça, j'aime ça, les pétages de coche! Parce que là, je suis en train de virer fou! Ça va être écœurant. Venez nous voir! Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. Au dernier recensement de 2021, Saint-Gilbert comptait 283 habitants, une diminution de 4 % par rapport à 2016. La superficie de Saint-Gilbert est de 37 km² pour une densité de population de 8 habitants au kilomètre carré. L'âge moyen est de 47 ans et le revenu moyen des ménages est de 84 000 $. On compte 91 % de propriétaires pour 13 % de locataires dans la municipalité de Saint-Gilbert. Sur le plan financier, le dernier conseil municipal de Saint-Gilbert a adopté un budget d'opération 2025 équilibré de 714 000 $. L'administration générale occupe 26 % du budget, soit 187 000 $, suivi du transport pour 23 % des dépenses. La sécurité publique coûte 95 000 $ pour 13 % du budget. L'hygiène du milieu occupe 12 % et 8 % du budget sont destinés à la culture et aux loisirs. 2 435 000 $ d'investissement sont prévus dans le plan triennal d'immobilisation 2025-27, dont 190 000 en 2025, principalement pour les compteurs d'eau, des génératrices et autres équipements. Le Conseil prévoit investir 670 000 $ en 2026, dont 400 000 pour la réfection de la rue principale Est et 1 575 000 en 2027, dont 1 200 000 pour la réfection de la route du Moulin Sud. On va rejoindre maintenant notre invité candidat à la mairie, M. Daniel Perron, qui est le maire sortant. Bonsoir, M. Perron. M. Pierre Rivard a refusé notre offre, donc, ce soir. M. Perron, merci de votre visite ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Plaisir. Monsieur Perron, ce n'est pas votre premier mandat, justement, comme maire que vous sollicitez. C'est votre troisième, je pense. Là, hein? Non, comme maire, ça va être... j'ai un mandat de fait. Okay. J'ai une première fois comme maire élu en 2021. Ça serait mon deuxième mandat. Que vous demandez, justement, oui, à vos citoyens. Pourquoi, justement, qu'est-ce qui vous motive à vous représenter? Ben oui, ma motivation, c'est de faire la politique autrement, surtout dans le secteur financier, je dirais. On sait qu'on vit dans une société qui vit avec des dettes, avec des cartes de crédit, avec des gouvernements qui sont endettés. Un nouveau-né doit déjà 60 000 $, rien qu'en comptant le provincial et le fédéral. Ils n'ont pas besoin de devoir plus d'argent en rajoutant le municipal avec. Moi, présentement, la municipalité, depuis le rapport financier, moi, au 31 décembre 2023, j'avais 0 $ de dette. En 31 décembre 2024, même chose. Alors, absolument rien comme dette à rajouter sur le fardeau financier. Ça fait aussi que les dépenses municipales sont, moi j'appelle ça, à 100 % efficientes en projet. On ne perd aucun pourcentage pour des institutions financières. Mais peut-être parlons de vous, justement. Est-ce que vous travaillez à temps plein? Vous êtes... Non, moi je suis maire presque à temps plein, je dirais. Je dirais que ça prend à peu près une trentaine d'heures par semaine. Quand même.
Le temps où un maire se faisait juste, je dirais, que quelques heures par semaine ou par mois, c'est fini, ça. Les responsabilités sont de plus en plus élevées et nombreuses. Et si quelqu'un, on ne se mentira pas, aujourd'hui, un maire pourrait dire « J'assiste à la séance du conseil, je la préside, je signe les procès-verbaux, je signe les chèques, et après ça, je m'en vais assister à la séance du conseil des maires, et après, je m'assieds sur mon derrière et j'attends le chèque, puis on fait au prochain mois. Ouais. Mais ça serait rien que de la maintenance, puis moi, c'est pas ça que je fais. Parce que le salaire du maire, on ne peut pas dire que c'est... Oh, mon Dieu! Vous n'êtes pas là pour l'argent, là? Voilà, on parle de 5-6 000, je pense. 6 000 de rémunération, plus la moitié qui se rajoute en allocation de dépenses pour un total de 9 000. Le reste, c'est du salaire de MRC ou de régie. Puis, je dirais que la moitié, peut-être même plus, je ne les ai pas comptés sérieusement, on finit qu'on ne compte plus ça. Là. Que des réunions que techniquement, ils n'ont même pas de salaire associé, c'est du bénévolat. Il faut aller au-devant des problèmes, des préoccupations du monde, au-devant des problèmes de gestion ou des problèmes physiques, que ce soit de l'asphalte, de la culture, n'importe quoi. Faire juste de la maintenance au Québec, je sais que ça existe des maires au Québec qui font rien que ça, mais il ne durera pas longtemps que la municipalité va falloir qu'ils changent de maire, parce que au Québec, c'est plus efficient, puis tu ne peux pas endurer ça bien longtemps. Parlons justement de gestion. Comment vous faites pour réussir à payer tout ce que vous avez à payer? Je dirais qu'un des secrets, c'est sûrement pas le seul, mais un des secrets, il ne faut jamais qu'une municipalité ait peur, ça fait bizarre à dire ce que je vais dire, là, mais il ne faut jamais qu'une municipalité ait peur d'augmenter un petit peu à chaque année. Okay. Faire un gel de salaire, c'est bien. Un gel de taxe? Oui, un gel de taxe, okay. Excusez-moi. Un gel de taxe, c'est bien en tant que tel sur papier. Mais normalement, à moins que tu aies une occasion spéciale, genre une rentrée d'argent qui est imprévue pour la municipalité, normalement, tu n'as pas ça. Et ça veut dire que les salaires continuent toujours à augmenter, que tes dépenses continuent à augmenter, que tes contrats continuent à augmenter. Fait que tout d'un coup, une municipalité qui fait des gels de salaire, bien, tout d'un coup, elle se réveille que, oh, ma rentrée d'argent, mon taux de taxe est trop bas, mes dettes sont trop hautes. Puis tout d'un coup, il passe de 65 à 85 cents. Puis la population, bien là, ouf. Ouais. Fait que, il ne faut pas attendre là. Au mieux, des fois, petit peu par petit peu, puis rester raisonnable, puis toujours avoir le bon taux pour ton budget. Comme ça, tu n'as pas de dette, ou du moins le moins possible. Puis au final, bien, c'est ça qui coûte le moins cher aux contribuables. Est-ce que vous avez des ententes intermunicipales? Oui. On est copropriétaire des pompiers de Saint-Marc. Okay. On est aussi une entente pour l'eau potable avec Deschambault-Grondines. Puis, pour les ententes municipales, c'est tout. Loisirs ou... Loisirs, ça, c'est rien qu'à nous. Okay. On n'a pas d'autres ententes intermunicipales pour l'instant. La seule autre... Il n'y a pas grand-chose d'autre qui se donnerait en tant qu'entente intermunicipale. La seule autre chose qui pourrait exister, mais ce n'est pas encore proche d'arriver, ça serait une régie pour le déneigement. Okay. C'est la seule chose qui pourrait être, rentable pour tout le monde. Là, comment vous faites, c'est pas à l'interne? Non. Ben, présentement, non, c'est un contre-temps. OK. Est-ce qu'il est possible d'augmenter ses revenus? Oui. Comment? Bien, ça prend plus de développement d'un côté. C'est plusieurs facteurs. Premièrement, si tu as plus de maisons ou d'industrie ou de commerce, c'est assez rare que ton revenu n'augmente pas. Mais dans l'époque qu'on est, où ce que tout est basé sur, on le sait que c'est un problème généralisé au Québec de retirer une taxe sur l'immobilier, que ça va avoir sa limite un jour. Mm-hmm. Présentement, la porte de sortie temporaire, c'est d'avoir un plus de revenus d'un point de partage de la TPS provinciale. Ouais. Et là, jusqu'à 2030, ça n'arrêtera pas d'augmenter, ça va donner de l'air pour respirer pour les municipalités. C'est déjà le mieux.
Mais à long terme, il va falloir qu'il arrive avec un hybride de soit ça, de ces deux-là, ou un troisième qui embarque. Celui que je soupçonne le plus, ce serait de le mettre sur l'impôt. La Nouvelle-Écosse, je crois, de mémoire, que les autres, ils ont toujours été là-dessus, puis ils n'ont pas de problème. Comment vous dites? Dans le détail? Ils fonctionnent avec l'impôt. C'est-à-dire que la municipalité dit au gouvernement provincial, voici nos besoins pour l'année, c'est l'impôt qui le récolte, ils se revirent de bord puis ils redonnent ce qu'ils ont récolté à la municipalité. Ah. Fait que ça pourrait être un hybride d'une partie de l'impôt, une partie de la TVQ, puis une partie de la valeur immobilière. Mais là, on est rendu en spéculation quand même pas mal. Là. Mais le développement chez vous, où en êtes-vous? Est-il possible? Possible, oui. Difficile, oui aussi. Aussi. Le problème, nous autres, qu'on a, c'est qu'on est zoné agricole à 99,7 Fait que ça veut dire que, de façon évidente, ça veut dire qu'il reste 0,03 de zone blanche se développer. La zone agricole, présentement, a des cartes mur à mur. J'appelle ça de même parce que quand ça a été fait, je ne sais pas c'est qui les a faites, mais en tout cas, il y a des places qui sont discutables. Si tu as une bonne terre agricole, qui est réellement une bonne terre agricole, pas de problème, on va dire qu'on la garde, on n'est pas plus fou qu'un autre, on aime ça, garder nos terres agricoles au Québec, puis je respecte ça, puis je pense la même chose. Mais quand on a, mettons, je prends toujours comme exemple, on a la rue qui mène vers Deschambault, la route Les Tourneaux vers Deschambault, qu'on passe un coteau de roche, et ça a pris littéralement, ça a pris de la dynamite pour réussir à passer le chemin, et que le gouvernement dit que c'est la meilleure catégorie de terre agricole, puis tu ne peux pas te construire là. Ben là, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Une logique qui n'a pas de sens. On a aussi un autre cas semblable dans la route du Moulin, où on arrive dans la forêt, que c'est purement de la savane. Il n'y a jamais personne qui va cultiver rien là-dedans. On pourrait avoir des maisons sur le bord du chemin, ça ne ferait pas mal à personne. Là. On parle même pas, dans tout ce que je viens de dire, on ne parle même pas de nouveaux développements et de nouvelles rues. On parle juste de rentabiliser les rues existantes. Qui ont souvent, pas souvent, ils ont à peu près toutes au-dessus de 100 ans d'existence. Alors, on ne peut pas les rentabiliser. L'aqueduc passe déjà là. En plus, il n'y a même pas d'infrastructure à faire. Alors, expliquer ça au gouvernement. Comment on fait, justement, pour ça prend beaucoup de pression politique avec le gouvernement. À force de faire des pressions politiques, j'ai entendu entre les branches provinciales qu'il y avait une ouverture. Commencer, il fallait commencer à avoir une ouverture à refaire les cartes agricoles qui auraient plus de sens. Mais ça, c'est un combat de longue haleine, beaucoup de représentation, il ne faut pas être pressé. Est-ce que vous êtes en mesure d'aller chercher les subventions que vous avez besoin avec... Oui, à date, ça va bien. C'est sûr que, écoute, on est le monde municipal, on n'a jamais autant qu'on en voudrait, c'est la vérité. Mais de façon générale, le simple fait que j'avais 0 de dette en 2023-2024, de dette à long terme, je parle bien, c'est la preuve que j'avais reçu assez pour réussir à faire ça. Au moins ça. Bon. Qualité de vie. Comment vous voyez qu'on pourrait améliorer la qualité de vie chez vous? Bien, c'est sûr que dernièrement, dans les dernières années, un comité des loisirs qui a existé, qui existe encore, qui fait une superbe de bel job. D'ailleurs, c'est tous les bénévoles là-dessus, c'est merveilleux. Moi, je leur ai donné un budget, puis je leur ai laissé plein pouvoir sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils font ce qu'ils veulent, sauf dépasser leur budget. C'est tout. C'est la seule prérequis. Et ils font des miracles avec ça, tellement que des fois, ils reviennent à la fin de l'année et qu'ils ont plus d'argent que ce qu'on leur en a donné. Fait que je ne peux rien qu'avoir des compliments pour eux autres. Mon seul mérite avec eux autres, c'est de leur faire confiance. Je n'ai pas d'autre mérite. Le reste des loisirs, je dirais que c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. D'ailleurs, je salue mon collègue qui a passé avant de Sainte-Christine d'Auvergne, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une municipalité qui s'était énormément développée dans ses loisirs dans les 20 dernières années, et je ne mentirais pas que je m'en suis servi beaucoup comme exemple pour améliorer Saint-Gilbert. Alors,
j'ai pas peur de copier les autres quand ils font de quoi de meilleur. Pour le reste des loisirs, ben, c'est sûr qu'on va continuer à essayer de s'améliorer. L'eau, est-ce qu'au niveau de l'approvisionnement, la qualité de l'eau, c'est bon chez vous? Excellent. OK. Je pèse mes mots dans le sens où on est la seule municipalité, en tout cas dans la MRC, c'est sûr. Au Québec, je ne le sais pas, mais on est la seule municipalité qui ne met pas de chlore, tellement qu'elle est bonne. Je sais qu'on a eu bonne qualité de vie. On avait déjà eu un test appelons ça de dégustation de l'eau qui avait été faite par la CAPSA avant longtemps. Et puis, dans toutes les l'eau de toutes les municipalités de la MRC de Portneuf, tout le monde les avait goûtés, puis c'était la note qui était arrivée en première position. C'est très bien. Parlons maintenant, en terminant, de la communication. Comment vous souhaiteriez améliorer la communication avec vos citoyens? Dans les dernières années, ça s'est quand même assez amélioré. En tout cas, c'est sûr que c'est aux citoyens de juger, mais à date, j'ai des bons feedbacks, on va dire. J'essaie d'en mettre le plus possible dans le Gilbertin, notre journal local, de mettre le plus de détails possible. Pardon? Qui est mensuel? Oui. OK. On en met tous les détails, les décisions, des informations sur les activités à venir, sur les organismes, sur les décisions du conseil, mais des fois plus en détail, surtout dans mon mot du maire, où ce que je mets vraiment les raisons des décisions avec tous les chiffres qui vont avec. Je veux que le monde comprenne. Je me dis qu'en tant que citoyen, si moi, ça me prend des chiffres avec toutes les explications pour comprendre, ben mon citoyen, lui, il va y prendre la même chose que moi. C'est normal. Alors, c'est ça que je veux faire. Aussi, dans la communication, dans nos séances de conseil, présentement, on a une séance de questions qui est au début et une autre à la fin. Étant donné qu'on est juste 300 de population environ, ben là, c'est quand même assez suffisant. Mais ce qu'on fait peut-être de plus, je dirais peut-être que d'autres là-dessus, c'est que moi, chez nous, les périodes de questions, ben, comme pas mal partout, c'est géré par le président d'Assemblée qui se trouve être le maire d'habitude. Moi, chez nous, à Saint-Gilbert, tant que quelqu'un veut s'exprimer, il va avoir le temps de s'exprimer. On s'entend que des fois, un sujet peut être plus compliqué, ça peut être plus long. Moi, je ne limite pas à 2 minutes ou à 5 minutes. Regarde, ça va prendre le temps que ça prendra. C'est enregistré? Non, non, pour les séances du conseil ne sont pas encore enregistrées. Ah non, OK. J'aimerais ça que ça le devienne, par exemple. Je serais bien d'accord avec ça. Ça serait une des améliorations qu'il pourrait y avoir. OK. Et au niveau de la communication, téléphonie cellulaire, c'est correct chez vous? Internet, haute vitesse, OK. Internet, haute vitesse, ça, par exemple, c'est excellent aussi parce qu'on était un des premiers à faire des demandes à TELUS dans le temps, avant même que la crise d'Internet arrive dans toute la province. Nous autres, on l'avait demandé d'avance, ou ce que je me rappelle encore, que c'était je dirais que la norme au Québec était de quelque chose comme 5 megs par seconde. Nous autres, on était rendus déjà à 50 dans ce temps-là. Fait que la fibre optique est rentrée tout de suite après à 200. Puis on était dans les premiers parce qu'on s'est pris avant toutes les autres municipalités, tout le Québec. Fait que dans ce temps-là, il y avait rien que nous autres à faire. Fait que ça s'est fait vite. Ouais. Fait qu'on était quand même avant-gardistes de ce côté. En 1 minute, quel message vous voulez qu'on retienne de votre intervention ce soir? Bien, j'aimerais qu'on retienne que je veux continuer à être transparent. Ça, je trouve ça super important. C'est les citoyens qui payent autant les dépenses municipales que mon propre salaire. Alors, je pense que rien que ça mérite d'être de laisser parler et autant en conseil municipal de les laisser parler autant qu'ils veulent, autant de recevoir les informations autant qu'ils en veulent. Ça, c'est une chose que je veux continuer à faire. Pour le reste, je veux continuer à développer Saint-Gilbert autant que c'est possible, parce qu'on ne se mentira pas qu'avec les lois agricoles, on est pogné avec des menottes, mais on essaye de défaire les menottes, puis ça prend quelqu'un qui continue à faire les pressions aux bonnes places, de longue haleine, mais ne pas lâcher, et ça, j'ai bien l'intention de continuer. M. Perron, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
À Saint-Gilbert, outre le poste de maire entre Daniel Perron et Pierre Rivard, les postes de conseiller, conseillère numéro 2, 5 et 6 sont en élection. Au poste 2, Jean-Philippe Nadeau fait face au conseiller sortant François Savard. Au poste 5, la conseillère sortante Huguette Chalifour est opposée à Gino Perron. Et au 6, le conseiller sortant David Charbonneau fait face à Mario Trottier. Caroline Gignac, Jacques Perron et François Chabot ont été réélus ou élus sans opposition, respectivement, au siège 1, 3 et 4. Alors, c'est ce qui complète ces soirées électorales municipales 2025 dans la région de Portneuf pour Info CJSR. Merci, Danick. Merci, Michel, également d'avoir joint l'aventure et d'avoir permis à CJSR de réaliser ces débats-là. Je crois qu'au nom de toute l'équipe, on te doit des remerciements également. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, justement, de CJSR. Merci aussi à la Ville de Saint-Raymond pour le prêt de la salle du conseil où nous sommes actuellement. Merci à tous nos invités qui ont accepté l'invitation. On vous souhaite une bonne fin de campagne. Les bureaux de vote partout au Québec seront ouverts ce dimanche 2 novembre de 10h à 20h. Vous devez apporter une pièce d'identité officielle comme le permis de conduire, la carte d'assurance maladie ou le passeport canadien pour voter. N'oublions pas que le prochain changement d'heure aussi au Québec, c'est durant la nuit de ce samedi 1er novembre au dimanche 2 novembre. Nous devrons reculer l'heure. Ici, Michel Beausoleil, bonne fin de soirée et à une prochaine.